Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue au rendez-vous du 50 sur le secret professionnel. Nous savons que toutes les questions déontologiques sont des questions qui animent l'ensemble des confrères et on pense même qu'ils sont de plus en plus pertinents sur la déontologie. En grande partie grâce à Thomas qui fait des quiz auxquels participent bon nombre de confrères. Voilà. Eh bien, pour ces rendez-vous, outre Thomas, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, il fait partie donc de l'ordre des experts comptables, dit permanent, donc il est collaborateur juriste pardon, au Conseil régional de l'ordre des experts comptables de Paris. Il anime le comité déontologie avec moi. Voilà. Et Bonjour à tous. puis, Augustin Robert, qu'on ne présente plus, c'est un avocat spécialisé pour la défense de l'ensemble de la profession, en particulier les experts comptables, mais aussi les commissaires aux comptes, on peut dire. Mais voilà, et Augustin, pour l'avoir vu des deux côtés, on va dire, à mes côtés et parfois en face de moi en champ de discipline, je sais qu'il est particulièrement pertinent. Voilà. Et donc, il nous apportera un éclairage, je n'en doute pas, excessivement intéressant sur le secret professionnel. Voilà. Bon, ben, sans attendre, je vous propose qu'on démarre maintenant. Donc, voilà le sommaire. Hein. Donc, un rappel des textes et des principes que va nous faire Thomas. Et ensuite, la partie sur le secret professionnel en pratique. Donc, vous voyez, il y a 4 parties là-dessus. Les relations entre professionnels, les relations avec les pouvoirs publics, les relations avec la police et l'autorité judiciaire, et puis les procédures collectives et procédures civiles, pour savoir, c'est un cas particulier, donc on verra comment on est ou pas délié du secret professionnel et ce que l'on peut faire lorsque l'on rencontre des pouvoirs publics ou des autorités judiciaires. Avant d'entrer dans le vif du sujet et dans le détail des textes, je crois qu'il est important de rappeler au préalable que, et c'est ce qu'exprime le premier paragraphe en italique de cette slide, que le secret professionnel n'est pas là pour protéger l'expert comptable. Il est là pour contribuer à l'efficacité de sa mission. Euh, Si le client, pour que le client confie des informations qui permettront à l'expert comptable d'accomplir correctement sa mission, il faut qu'il soit assuré que les informations qu'il divulgue ne seront pas diffusées à l'extérieur. De la même manière que le législateur a considéré qu'il était bon que chacun puisse avoir confiance dans son médecin ou dans son avocat, il a considéré qu'il était important que le client ait confiance dans son expert comptable, tout simplement pour le bon exercice de sa mission. Et donc, c'est pour préserver et consolider cette confiance qui est un gage de réussite de la mission, que l'ordonnance de 1945 a renvoyé à l'article 226.13 qui dispose que la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire est punie d'une peine d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, ce qui nous amène à la définition du secret professionnel. Le secret professionnel, disons, définissons-le par sa violation. La violation du secret professionnel, c'est la révélation d'une information à caractère secret à une personne non autorisée. Donc voyons ces deux points. La personne non autorisée, c'est d'abord celle qui n'est pas le client. Et donc c'est important de savoir, puisque le client, c'est, dit-on, le maître du secret, et le secret lui est évidemment inopposable. Mais le client, ce n'est pas toujours aussi simple. Le client, quand c'est une personne physique, c'est celui qui signe la lettre de mission avec l'expert comptable. Quand c'est une personne morale, c'est le représentant légal de la personne morale. Et ça n'est personne d'autre. Et c'est à apprécier au jour de la demande. C'est-à-dire que si un ancien dirigeant vous demande des informations sur la société dont vous êtes l'expert comptable, alors même qu'il était votre interlocuteur, vous devez lui opposer le secret professionnel parce qu'il est un tiers. Il n'est plus le client, il est un tiers
vis-à-vis de la relation. Alors, s'agissant, je passe directement, s'agissant du directeur administratif et financier, effectivement, l'expert comptable n'est pas délié du secret professionnel vis-à-vis du DAF, mais pour autant, il doit pouvoir travailler en bonne intelligence avec lui. Et forcément, pour obtenir certaines informations du DAF et du chef comptable, il va devoir divulguer, au moins en partie, le résultat de ses investigations. Donc, il ne faut pas avoir une vue étriquée du secret professionnel. Il est évident que le secret professionnel ne vous empêche pas de dialoguer avec les salariés au sein de l'entreprise. Simplement, il faut dialoguer avec eux dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de votre mission. Et c'est forcé de ne pas aller au-delà. Si le dirigeant vous fait des révélations et qu'il n'est pas nécessaire pour l'accomplissement de votre mission que vous les divulguiez à un chef comptable ou à un DAF, alors effectivement, vous ne devez pas le faire parce que vous vous rendriez coupable de violation du secret professionnel. Une particularité, donc si je comprends bien, si je résume hein, ce que vous dites, c'est que en fait, le client, dans le cas d'une société, le client, c'est la société. Et on est délié du secret professionnel envers le représentant de la société. Pour la plupart de nos clients, TPE, petites entreprises, voire petites PME, ça ne pose pas de souci. Généralement, on signe une lettre de mission avec le dirigeant. Et c'est vrai qu'il y a des relations avec le responsable comptable, mais souvent, ce ne sont pas des. Enfin, il peut y avoir des relations, enfin, des informations à caractère professionnel, mais souvent, ce sont des échanges d'informations qui permettent simplement donc, à l'expert comptable de faire son travail. Là où ça peut être plus difficile, c'est lorsque je suis dans une société un petit peu plus grosse, dans laquelle les fonctions sont totalement diversifiées. Et que je suis amené à signer une lettre de mission avec une personne qui n'est pas le dirigeant. Soit c'est un directeur fiscal, soit c'est le directeur administratif et financier, je sais pas, moi, c'est quelqu'un d'autre. Là, je serais tenté de dire qu'il faut quand même s'assurer, et c'est la même chose en matière internationale. Lorsque j'ai la filiale en France d'une société internationale, je ne signais pas forcément la lettre de mission avec le représentant de la société internationale. Ça peut arriver, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Donc, ne faut-il pas. Alors, dans la plupart des cas, il n'y a aucun souci parce qu'il n'y a pas de conflit après la mission. Mais quand on sent que les choses sont un peu ténues, tendues, est-ce qu'il n'est pas bon de s'assurer que la personne qui signe la lettre de mission a bien l'autorisation de la signer? Oui, ça. Ah, je crois que, alors, premièrement, je ferai la réponse, je ferai une double réponse. Premièrement, il est dans un monde idéal, le signataire de la lettre de mission devrait être le représentant légal de la société. Et deuxièmement, si ça n'est pas le cas, il faudrait obtenir la preuve qu'il dispose du pouvoir donné par le dirigeant pour signer la lettre de mission. Dans certaines grandes sociétés, ça arrive. Ça arrive qu'on signe par exemple une lettre de mission. Ça m'est arrivé avec le directeur fiscal qui me dit voilà, j'ai une autorisation de mission dans une limite de tant de milliers d'euros. Et donc, je n'ai pas atteint ma limite. C'était très, très clair, très, très ouvert. Donc, je peux signer la démission avec vous. Mais souvent, on ne le sait pas. Hein. On ne le sait pas. Puis, c'est toujours délicat de dire est-ce que vous avez bien l'autorisation de signer la démission, la mission que vous me demandez de réaliser. Mais dans l'absolu, il faudrait quand même s'assurer qu'on signe bien avec la bonne personne. Oui, et pour autant, à mon avis, ça ne change pas la question de l'opposabilité du secret professionnel vis-à-vis. La lettre de mission aura beau être signée par un directeur fiscal, prenons cette hypothèse, vous n'en seriez pas moins tenu au secret professionnel vis-à-vis de cette personne. Sous réserve de ce qu'on vient de dire concernant les nécessités de l'accomplissement de votre mission. Alors, deuxième élément de la définition de la violation du secret professionnel, j'avais dit, c'est la divulgation à une personne non autorisée, c'est-à-dire qui n'est pas le client. Et deuxièmement, c'est une information couverte par le secret. Alors, il y a eu un débat sur la question de savoir si il y avait certains qui disaient qu'il faudrait distinguer entre les informations qui seraient secrètes par nature et celles qui ne le seraient pas, seules les premières étant couvertes par le secret professionnel. Et puis, il y a une autre thèse qui consiste à dire que
est secrète toute information qui a été recueillie par l'expert comptable dans l'exercice de cette fonction. Et au regard de la jurisprudence et de la doctrine du Conseil supérieur, c'est cette deuxième définition qu'il convient de retenir. Il n'y a pas d'information secrète ou pas secrète par nature. Une information devient secrète par le seul fait qu'elle vous a été confiée ou que vous l'avez recueillie dans l'exercice de vos fonctions d'expert comptable. Bien qu'il n'y ait pas de définition précise des informations. Donc finalement, le secret professionnel, il couvre l'information qui est recueillie par le professionnel, à condition, premièrement, que cette information ne soit pas une information publique et à condition qu'elle soit recueillie dans l'exercice de ses fonctions. Effectivement, et c'est le deuxième point de la slide, les informations qui sont publiques mais qui sont soumises à une publicité totale ne sont pas couvertes par le secret professionnel. Ça a été jugé à propos d'un expert comptable, et les arrêts sont assez rares pour que je mentionne celui-ci, dans un arrêt du 14 février 2001, dans une affaire où le plaignant reprochait à l'expert comptable d'avoir dénoncé au procureur de la République l'état de cessation de paiement de la société et le non-dépôt des comptes sociaux au greffe. Et le juge d'instruction, confirmé par la chambre d'accusation à l'époque, avait prononcé un non-lieu à l'égard au bénéfice de l'expert comptable. Et la Cour de cassation a confirmé ce non-lieu en relevant que les informations qui lui étaient reprochées d'avoir divulguées, c'est-à-dire l'état de cessation de paiement et la non-dépôt des comptes sociaux, étaient publiques en ce que toute personne pouvait en avoir connaissance par une consultation du registre du commerce et des sociétés. C'est l'arrêt qui a statué sur ce point. Il faut aussi, je disais, que l'information ne soit pas publique pour qu'il y ait violation du secret et qu'elle ait été recueillie dans l'exercice des fonctions. La Cour de cassation s'est prononcée dans une affaire où un médecin avait témoigné dans une instance de divorce opposant sa patiente à son mari. Et la Cour de cassation a jugé que le médecin n'avait pas commis de violation du secret professionnel parce que les informations qu'il avait divulguées avaient été recueillies dans un cadre amical et non pas professionnel. Et donc, on pourrait transposer cette solution à l'expert comptable qui pourrait se voir confier des informations lors d'une réunion extra-professionnelle, mais je préconise la plus grande prudence en ce domaine parce qu'on pourrait aussi considérer que si votre interlocuteur s'est confié à vous lors de cette réunion amicale ou extra-professionnelle, c'est peut-être en considération de votre qualité professionnelle d'expert comptable. Donc, voilà, il vaut mieux être prudent et avoir une vision large des informations couvertes. Et en synthèse, on retiendra que sont couvertes par le secret professionnel toutes les informations qui vous ont été confiées par le client ou que vous avez recueillies à l'occasion de l'exercice de votre mission et qui ne sont pas publiques. Si je peux me permettre, donc ça veut dire que si j'ai une mission, quelle qu'elle soit, avec une entreprise, je reçois des informations dans le cadre de cette mission, elles sont couvertes par le secret professionnel. Et si je reçois d'autres informations qui ne relèvent pas de la mission pour laquelle le client m'a confié, a signé une lettre de mission avec moi, pour autant, ces informations relèvent du secret professionnel. En théorie, peut-être pas, parce que ça serait amical, mais il vaut mieux être prudent et globalement, que ce soit des informations qui relèvent de la mission pour laquelle j'ai été nommé ou d'autres informations, même si elles ne touchent pas la mission, on doit considérer qu'elles relèvent du secret professionnel. Oui, tout dépend de la façon dont vous avez eu connaissance de ces informations. Si c'est à l'occasion de l'exercice de votre mission et en votre qualité d'expert comptable, oui, elles entrent dans le champ du secret. Alors, il y a une distinction, mais sur laquelle, pour ma part, je n'insisterai pas trop, entre le secret professionnel et l'obligation de discrétion, parce que la discrétion vise toutes les informations générales recueillies au cours de la mission, hors celles couvertes par le secret. Or, je viens de dire qu'étaient couvertes par le secret toutes les informations qui avaient été recueillies au cours de la mission. Donc, le seul exemple que je vois et qui est effectivement l'exemple donné par le Conseil supérieur, ça serait la révélation du nom du client dans un support de communication qui ne serait pas couverte par le secret professionnel,
mais qui relèverait de l'obligation de discrétion et qui donc, pour pouvoir être divulgué, nécessiterait l'accord du client. Alors là, en ce qui me concerne, c'est une colle, parce que c'est une colle. Est-ce que vous pouvez préciser votre question? Préciser parce que pour moi, le RGPD, c'est toutes les informations qui touchent une personne. Donc, par exemple, relève du RGPD le nom d'un fournisseur qui est une personne physique. Petit exemple, si vous sous-traitez la comptabilité dans un pays qui n'est pas un pays de l'Union européenne, peut-être que vous avez une question RGPD. Pour autant, ce n'est pas forcément une question de secret professionnel. Voilà. Parce que sinon, on a des processus d'anonymisation. Oui, exactement. Alors ça relève du RGPD. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, toute information personnelle doit être confiée à une personne qui est autorisée. Dans le cadre de l'Union européenne, je pense à des payes, par exemple, mais ça peut être la tenue de la comptabilité, hein, la saisie d'une information d'un fournisseur personne physique. L'information donc physique relève du RGPD, donc il faut s'assurer que quand on envoie l'information, on l'envoie dans un pays qui est RGPD compatible. Mais pour autant, ce n'est pas du secret professionnel. Oui, parce que la violation, voilà, c'est ça. La violation du secret, elle nécessite d'abord la divulgation à un tiers non autorisé d'une information. Tant qu'il n'y a pas cette divulgation, il n'y a pas l'élément matériel du délit de violation du secret professionnel. Alors, par contre, j'ai une autre question pour Augustin, qui va sûrement relever de sa compétence. Je suis dans le train et je fais, en vrai je ne le fais pas, hein, mais je fais comme beaucoup, j'ouvre mon ordinateur et je montre des slides à tout le monde parce que je n'ai pas de filtre dessus. Je montre des slides avec des informations qui peuvent être secrètes. Je n'ai pas voulu violer le secret professionnel, mais en fait, j'ai été négligent. Est-ce que ça relève de la violation du secret professionnel ou pas? Non. Non, puisque il y a un article du Code pénal qui dit qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Et le délit de violation, comme tous les autres délits, comme la plupart des autres délits, il se caractérise par un élément matériel, c'est la divulgation, et par un élément qu'on appelle intentionnel, qui est l'intention de divulguer à un tiers. Et en l'espèce, l'intention ne serait pas caractérisée, sauf à supposer que vous avez fait exprès de rendre apparent à tous vos voisins le contenu de votre ordinateur. Donc non, il manquerait l'élément intentionnel. On va répéter la question. Oui. Qu'en est-il pour les informations publiques non concernées des personnes qui utilisent la déclaration de confidentialité pour que justement on ne puisse pas voir leur compte sur le greffe? Donc, est-ce qu'on ne peut pas les communiquer à la banque, aux fournisseurs, enfin, on est déjà d'accord? Non, ah oui, parce que l'exception que j'ai mentionnée tout à l'heure sur les informations publiques qui peuvent être divulguées, c'est celles qui sont effectivement publiques. Par nature, il vaut mieux que le client envoie au banquier plutôt que ce soit vous qui envoyez au banquier les informations. Nous, on envoie au client. D'intégrer dans la lettre de mission, j'avais cru comprendre que même le client ne pouvait nous décharger du secret professionnel, ce qui fait que cette possibilité d'intégrer ça dans la lettre de mission me paraît pas vraiment possible. Alors ça, je sais que ça se fait au moins en pratique pour les télétransmissions des déclarations fiscales. Là, bon, il n'y a pas de jurisprudence là-dessus. Par ma connaissance, et je ne pense vraiment pas qu'il en existe. Je sais que la position du Conseil supérieur, c'est de dire que c'est une tolérance professionnelle et que dans la mesure où c'est une tolérance qui procède de la nécessité, des nécessités de l'accomplissement de la mission. Je peux pas vous dire autre chose. Et sur le fait que l'expert comptable ne peut pas délier, effectivement, ça n'a pas non plus été jugé expressément par la Cour de cassation. Ça a été déduit d'un arrêt de la Cour de cassation du 8 février 2005 qui dit que le secret professionnel de l'expert comptable est absolu. Ce dont on a déduit que même le client ne pouvait pas l'en délier.
Mais aucun arrêt, aucune décision, à ma connaissance, n'a énoncé que que l'expert comptable ne pouvait pas être délié de son secret professionnel par son client. Et en tout cas, le fait de mettre le fait de mettre dans la lettre de mission que l'expert comptable pourra transmettre les déclarations fiscales au nom de son client constitue une précaution supplémentaire. Est nécessaire. Pour autant, il faudrait que ces déclarations fiscales soient validées par le client. Ce serait mieux. Oui, là on touche à un autre aspect mais aussi important, mais qui est celui de la responsabilité, mais effectivement, voilà. C'est l'occasion de le rappeler. Donc, comment réagir en cas de sollicitation d'un tiers? Parce que, effectivement, sur les principes, l'affaire est simple, c'est-à-dire que l'expert comptable, mais comme le commissaire aux comptes, n'est délié de son secret que par une disposition législative expresse. Une fois qu'on a dit ça, tout paraît très simple, mais le problème, c'est que les dispositions législatives expresses, elles sont nombreuses et éparpillées dans divers textes de nature totalement différente. Donc, mais si on doit définir une ligne de conduite, il faut d'abord voir qui me sollicite. Est-ce que c'est le client, son personne physique ou le représentant légal de mon client, auquel cas il n'y a pas de problème. Sinon, alors je dois m'interroger, est-ce que l'information qu'on me demande de divulguer est publique? Est-ce qu'elle a été recueillie dans l'exercice de mes fonctions? Là, on aura la réponse. Et est-ce que, et enfin en dernier lieu, est-ce que la personne qui me demande cette information est une personne autorisée par une disposition législative expresse ou par la jurisprudence à obtenir cette information? Et c'est là qu'on entre dans un c'est là qu'on entre dans un maquis législatif dont personne n'a la réponse immédiate à la question. D'où le deuxième point, demander à mon interlocuteur le texte qui me délie du secret professionnel, et puis en cas de doute, contacter l'ordre qui a les outils nécessaires pour répondre à cette question. Parce qu'on verra tout à l'heure que la question peut vous être posée par l'AMF, par l'autorité de la concurrence, par la DGCCRF, enfin par l'administration des douanes, l'administration fiscale, et c'est impossible que vous connaissiez tous les textes applicables. Donc, effectivement, la ligne de conduite, c'est de contacter l'ordre qui, lui, dispose des outils nécessaires. Et je dirais aussi, savoir quand même, ce qui est utile, c'est savoir détecter les situations à risque, parce qu'il y en a certaines. Et la situation à risque typique que je connais dans l'exercice de ma profession, quand je défends les experts comptables, c'est le conflit, alors soit entre le mari et la femme, vous avez signé la lettre de mission avec le mari et la femme, ou la femme, et dans le cadre d'une instance de divorce ou en cas de conflit, c'est le conjoint non signataire qui vous demande des informations. Évidemment, vous êtes tenu à son égard au secret professionnel. Et puis le deuxième cas de figure à risque, c'est le conflit entre associés. Deux associés à 50-50 par exemple entrent en conflit, un seul est dirigeant, mais le deuxième associé vous demande des informations qui lui permettront, pense-t-il, de nourrir le conflit qu'il oppose à son associé. Évidemment, vis-à-vis de l'associé, et même vis-à-vis de l'associé à 100%, vous êtes strictement tenu au secret professionnel. Vous n'en êtes libéré que vis-à-vis du représentant légal. Et donc, vraiment, là, c'est là qu'il y a une situation à risque, parce qu'en cas de refus, vous provoquerez peut-être le mécontentement de celui à qui vous avez refusé l'information, mais vous serez en ligne avec ce que vous devez faire. Alors que si vous vous mettez en faute, c'est l'autre qui vous attaquera. Alors, la deuxième partie, donc sur le secret professionnel en pratique, on va aborder beaucoup de sujets. Le premier qu'on va aborder, c'est les relations entre professionnels. Alors, il y a eu beaucoup de questions effectivement en ligne. Vous inquiétez pas, on les voit, et notamment donc la plupart des questions justement, on va y répondre. Voilà.
par rapport aux relations entre professionnels, je vais d'abord commencer sur les relations entre confrères et ensuite on va aborder la question des relations avec les autres professionnels, donc commissaires aux comptes, avocats, notaires. Concernant les relations entre confrères, il y a certaines situations qui peuvent exister. Donc, le cas où on a des experts comptables qui travaillent dans une même société d'exercice pour le compte du même client, sur une même mission. Bien évidemment, sur cette situation-là, il y a une levée du secret professionnel entre confrères, puisque ça leur permet d'intervenir et d'avoir le même niveau d'information concernant le client et la mission réalisée. La position du Conseil national, c'est effectivement que, hors cette situation-là, normalement, il n'y a pas de levée du secret professionnel entre experts comptables. Dans le cadre de l'exercice de plusieurs experts comptables dans une même société d'exercice. Si on a 2 experts comptables qui ne travaillent pas pour le même client, il n'y a pas de levée du secret pro, en théorie, donc selon les textes, entre eux. Il y a un deuxième cas, c'est effectivement entre experts comptables au sein d'une même SPE. Alors là, voilà, le client va signer un contrat avec cette fameuse SPE. Donc, ça peut être une SPE, donc expert comptable, CAC, notaire, avocat, autant de professions réglementées que les textes le prévoient. Et le client va signer ce contrat avec cette SPE en définissant avec quel professionnel il veut conclure une mission et quels professionnels vont intervenir dans son intérêt. Donc, si on a une SPE CAC, expert comptable, notaire, avocat, on prend ces 4-là, et que le client ne veut que une intervention des experts comptables et des avocats, c'est uniquement les experts comptables et avocats qui seront déliés du secret professionnel et qui pourront échanger des informations vis-à-vis du client et vis-à-vis des missions qui sont en lien. Donc, effectivement, on vous l'a indiqué, la levée du secret professionnel est possible si elle est nécessaire à l'accomplissement des actes professionnels et à l'organisation du travail au sein de la société dans l'intérêt du client, parce qu'effectivement, le client peut choisir ou pas de solliciter tous les professionnels de la SPE, et surtout est accepté par écrit, d'où la question du contrat signé par le client. Il y a un autre cas de relation entre professionnels, entre confrères, dont on va parler juste après, c'est la reprise de dossier. Mais juste avant cela, la fameuse question donc, de la relation entre professionnels, donc commissaire aux comptes, avocat, notaire, vis-à-vis des commissaires aux comptes, si un commissaire aux comptes demande une information à un expert comptable, les textes autorisent l'expert comptable à transmettre l'information. Si c'est un avocat qui demande une information, il n'y a aucun texte qui permet à un expert comptable de donner une information à l'avocat. Souvent, l'avocat va intervenir en défense des intérêts d'un client parce qu'il y a un différend, qu'importe la situation, et l'avocat, bien sûr, est mandaté par le client pour intervenir dans la défense de ses intérêts. Malheureusement, parfois, il y a certains avocats qui peuvent faire pression auprès des experts comptables pour demander une attestation dans le cadre d'un litige personnel, dans un cadre d'un litige entre associés. Mais il n'y a aucun texte qui ne délie l'expert comptable vis-à-vis de l'avocat pour transmettre quelque information que ce soit. Si la situation est clos, l'expert comptable devra, le cas échéant, solliciter le représentant légal de la structure pour lequel il a une mission ou la personne physique, s'il a signé avec une personne physique directement, pour lui transmettre le cas échéant l'information si le client la demande. À charge ensuite pour le client de la transmettre à qui il veut et donc à l'avocat. S'agissant du notaire, puisqu'effectivement, il y a une question, j'ai vu dans le chat, qu'en est-il du secret professionnel vis-à-vis du notaire? Est-ce que l'expert comptable est délié de son secret professionnel et peut transmettre des informations au notaire, notamment dans le cas d'une succession? Oui, à condition que le notaire définisse justement à l'expert comptable l'identité des héritiers légataires qui permettent la poursuite de l'activité de la société. Si, là on prend vraiment le cas de la société, si le notaire est dans l'impossibilité de déterminer l'identité de ces personnes-là, l'expert comptable n'est pas levé de son secret professionnel et devra donc attendre l'indication du notaire.
Dans le cadre de la prévention de la LAB, effectivement, au tout début, il y a eu une question sur l'articulation entre le secret professionnel et la LAB. Alors, la déclaration de TRACFIN, par principe, elle est confidentielle. Il y a des exceptions où, effectivement, il est possible, entre professionnels, d'informer de l'existence et ou du contenu de la déclaration si les professionnels en question agissent sur la même mission pour le même client et dans le cadre de la même opération. Et effectivement, sur cette situation-là uniquement, il est possible aux professionnels et donc notamment aux experts comptables d'informer un autre professionnel de l'existence de cette déclaration. Voilà. Dernier point sur cette slide-là, sauf si tu veux ajouter quelque chose en amont. Non, je veux revenir sur un point. Ok. Donc, dernier point, donc, entre expert comptable et un professionnel réglementé au sein d'une SPE, je l'ai dit au tout début, effectivement, on entre dans les mêmes conditions que ce qui est indiqué juste au-dessus, à savoir c'est le client qui définit quel professionnel, auprès de quel professionnel il choisit de confier une mission et donc de représenter ses intérêts. Et le cas échéant, il y a une levée du secret professionnel entre l'expert comptable et, en l'occurrence, un avocat d'une même SPE, expert comptable, avocat. Vital. Ma remarque n'est pas facile. Je suis associé dans une structure d'expertise comptable. J'ai donc plusieurs associés et je me trouve confronté à un problème sur un dossier. Ce n'est pas un problème lab, hein, parce que là, j'ai un représentant lab, je vais le voir, etc. Je lui explique voilà, le problème, on fait une déclaration ou pas. Non, j'ai un autre problème sur un dossier. Ce n'est pas forcément donc une problématique de blanchiment. Mais si je n'ai pas aucun partage de secret professionnel dans la même société d'expertise comptable, je ne peux poser la question à personne. Je suis seul à réfléchir sur une problématique. Parce que si je manquais de ce problème auprès d'un de mes associés, je mets un coup de canif au secret professionnel. C'est rude quand même. Non. Les textes sont effectivement assez rigides sur ce point-là. Après, sur ce sujet, le Conseil national estime qu'il n'y a pas de levée du secret professionnel. Comme l'a dit Augustin Robert juste avant, il faut encore une fois un élément intentionnel et moral qui viendrait à gêner le client et à lui créer un préjudice dans le cadre de cette situation. Donc, solliciter un confrère qui travaille dans la même structure pour avoir son avis de professionnel également, c'est pas interdit. Tout dépend après de ce qu'on dit aux confrères qu'on sollicite. Oui, je crois que là, on est dans une zone grise. Effectivement, si on regarde strictement les textes, effectivement, vous n'êtes pas délié du secret professionnel, mais il est clair que jamais aucun expert comptable n'a été condamné, ni même mis en cause à ma connaissance pour ce motif, et qu'il existe, il existe une notion qui est une notion de bon sens, hein, et il y a une certaine tolérance effectivement sur ce point. Parce que dans ma réflexion, en fait, si je travaille dans une société d'expertise comptable et que j'ai un associé, par exemple, pour assez simple, en fait, on est 3 experts comptables. Il y a la société qui est tenue au secret professionnel, et puis il y a lui et moi. Donc, on peut, moi, benoîtement, hein, je me dis, dans la mesure où je discute d'un problème particulier avec un de mes associés et que l'information ne sort pas de la société, elle reste donc dans le giron de... On pourrait penser qu'elle reste dans le giron du secret bien compris. Voilà. Ouais, c'est la notion de secret partagé, oui. Bon. Alors, il y a plusieurs questions dans le chat par rapport à la mise en cause de la responsabilité de l'expert comptable. On y reviendra plus tard. Il y a une question. Puis-je parler à un avocat conseil de mon client? Alors, parler, oui, bien sûr. Pour autant, lui transmettre des informations obtenues en qualité d'expert comptable? Non. Ça, sur ce point, malheureusement, il n'y a pas de levée du secret professionnel entre un avocat et un expert comptable. Surtout si l'avocat est conseil d'un client qui a un litige ensuite devant les juridictions.
Mais là, la solution est simple et vous l'avez donnée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il suffit que l'expert C'est ça. comptable transmette le document souhaité par l'avocat au client qui le transmettra à son avocat. Donc c'est c'est une manipulation supplémentaire, mais si on veut être totalement réglo, allais-je dire, c'est comme ça qu'il faut faire. Et dans le sens inverse, en cas de litige, l'avocat qui obtient des informations, il est aussi lié par le secret professionnel, même vis-à-vis de son client. Il obtient des informations. Dans le cadre d'un litige qui oppose son client à un tiers. Oui, il est tenu. L'avocat est tenu Dans de la l'autre même sens manière. aussi. Oui, il est tenu de la même manière vis-à-vis de l'expert comptable, certainement. Et d'ailleurs, quand on répond à une demande de confirmation écrite par un commissaire aux comptes, on ne répond jamais directement au commissaire aux comptes. On répond toujours au client en lui demandant de transmettre au commissaire aux comptes. Alors, Merci. un petit focus sur la reprise de dossier. Alors, les textes, le code de déontologie, l'article 163 notamment, indique qu'effectivement, quand on a une reprise de dossier entre experts comptables, l'expert comptable entrant doit informer l'expert comptable sortant de son entrée en fonction, vérifier que l'offre du client n'est pas motivée par la volonté de celui-ci d'éluder l'application des lois et règlements, et in fine, l'article indique le prédécesseur favorise avec l'accord du client la transmission du dossier. Alors en pratique, effectivement, il arrive que les experts comptables transmettent le dossier comptable par facilité aussi, au niveau des logiciels, se transmettent le dossier entre confrères. Les textes indiquent toutefois qu'il n'y a pas de levée du secret professionnel entre experts comptables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de secret professionnel partagé. Et si un expert comptable en sollicite un autre pour reprendre un dossier, l'expert comptable sortant doit transmettre au client les informations à charge pour le client de les transmettre ensuite à son nouvel expert comptable. C'est une situation où il n'y a pas de problématique d'honoraires, voilà, parce qu'après, on peut faire application du droit de rétention, etc. Mais dans tous les cas, les textes indiquent qu'effectivement, il n'y a pas de levée du secret professionnel. Si par contre, s'il y a une petite difficulté sur le dossier, donc on parle parfois d'irrégularité où l'expert comptable, par exemple, sortant, a été malheureusement contraint de mettre fin au dossier parce qu'il a constaté des anomalies ou qu'il a intimé à son client de respecter la loi en déclarant la TVA alors que le client refuse, etc. Ce qui est possible de faire pour l'expert comptable sortant, c'est d'appeler l'expert comptable entrant ou de l'inviter justement à ce qu'il y ait une conversation téléphonique pour qu'il puisse lui indiquer notamment qu'il a été contraint de mettre fin à la mission ou de lui faire comprendre indirectement qu'il peut y avoir des difficultés sur le dossier. Voilà. Mais encore une fois, nous, on ne peut que vous recommander de ne rien écrire puisque ça pourrait, s'il y a une situation conflictuelle avec le client, permettre au client ensuite d'engager une action pour violation du secret professionnel. Voilà. Donc, on dit qu'il peut y avoir des difficultés, mais on ne dit pas quelles difficultés. Hein. Voilà. Oui, alors là, on entre justement dans les exceptions législatives qu'on évoquait tout à l'heure, et on ne va pas toutes les traiter, mais on va s'efforcer de traiter les plus courantes. Vis-à-vis de l'administration fiscale, vous êtes parfois interrogé et la solution, ce que vous pouvez faire est énoncé à l'article 86 du livre des procédures fiscales. Les informations que vous pouvez communiquer, elles ne portent que sur l'identité du client, le montant, la date et la forme du versement, les pièces annexes, et pas sur la nature de la prestation. Par contre, en cas de présomption d'irrégularité, l'administration fiscale peut se faire autoriser par le juge de la liberté et des libertés de la détention à procéder à une visite domiciliaire. Et dans ce cas-là, vous ne pouvez plus invoquer le secret professionnel.
Et encore faut-il que ce soit dans ce cadre judiciaire. Également, en matière d'organismes de sécurité sociale, il faut se référer à l'article 114-19 qui dit que le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires. Et une autre disposition du Code de la sécurité sociale renvoie à l'article 86 du livre des procédures fiscales applicables à l'administration fiscale, de telle sorte qu'en réalité, les organismes de sécurité sociale ont les mêmes prérogatives et avec les mêmes limites que les agents de l'administration fiscale. Pour l'administration de la concurrence et de la consommation, c'est l'article 111.3. 500, oui, 511.3. Alors moi, je 512.3 qui dit que le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent livre. Donc là, on est bien en présence d'une disposition législative expresse qui vous délie du secret professionnel et qui donc constitue un fait justificatif. L'administration des douanes, Thomas Bidou le disait tout à l'heure, il y a eu un changement législatif en 2023. Jusqu'en 2023, la jurisprudence ne s'était pas prononcée. La position du Conseil supérieur, c'était de dire que l'expert comptable n'était pas délié de son secret professionnel vis-à-vis de l'administration des douanes lorsque celle-ci agissait sur le fondement de l'article 65 du Code des douanes. Mais une disposition a été insérée dans le Code des douanes par la loi du 18 juillet 2023 et depuis, l'expert comptable est délié du secret professionnel et il doit donc répondre à l'administration des douanes. Et il n'y a pas si longtemps, il y a un client qui effectivement à qui j'ai donné cette recommandation. Et dans la réquisition de l'administration des douanes, il lui était demandé de ne pas informer son client du fait qu'il transmettait les documents à l'administration des douanes. Après recherche, je n'ai trouvé aucune disposition législative ou réglementaire qui interdisait à l'expert comptable d'informer son client sur la transmission opérée au profit du Code des douanes. Je ne sais pas si vous avez une information au profit de l'administration des douanes. Mais en tout cas, maintenant, c'est clair, il y a une levée du secret professionnel. Bon, et ensuite, il y a tout un tas de dispositions législatives. Le secret professionnel est levé vis-à-vis de l'AMF lorsqu'elle fait des enquêtes ou des inspections, et elle peut donc vous demander la communication de tout document ou vous faire auditionner par ses agents. Les codes des collectivités territoriales opèrent aussi une levée du secret professionnel vis-à-vis des comptables publics. Bon, il y a tout un tas de dispositions législatives et il y en a d'autres encore qui prévoient ou qui omettent parfois de prévoir une levée du secret professionnel. Donc sur chaque, là, on ne peut pas vous dire autre chose que de vous interroger à chaque fois et plus précisément d'interroger l'ordre si la demande émane d'une administration particulière. Surtout dans la mesure où celle-ci ne donnerait pas le texte sur lequel elle fonde sa demande. Alors, j'ai juste une question avant qu'on passe relation avec les officiers de police judiciaire. Moi, personnellement, j'ai effectivement un doute sur la réponse, mais est-ce qu'il y a une prescription en matière de délit de protection du secret professionnel? Donc, je suppose que la question, c'est quelle est la prescription applicable en cas de violation du secret professionnel, étant donné que c'est un délit en matière pénale? Elle est de 6 ans. Voilà, merci beaucoup. C'était 3 ans avant avant le 1er janvier 2017, mais maintenant, c'est 6 ans. C'est la CPR. Oui, la CPR. Pas la PCA, c'est la CPR. Ah. Alors, les relations avec les autorités judiciaires. Alors, il y a des relations qui sont relativement simples, d'autres un peu plus compliquées. Ce qui est simple, je dis simple parce que c'est connu. Donc, il y a
toutes les questions relatives au droit de communication. Donc, enquête de flagrance, enquête préliminaire, instruction. Là, il y a un levé du secret professionnel. Et donc, on le fait. Enquête de flagrance, il y a un PV de remise des documents et d'inventaire qui est dressé par l'officier de police judiciaire. Ce n'est pas agréable, mais ce sont des choses qui sont connues. Ensuite, il y a les perquisitions et les saisies pénales. Donc là, il y a la levée du secret professionnel, mais il y a donc un officier de police judiciaire qui est toujours présent. Et donc, vous savez, avec la présence de l'officier de police judiciaire qui intervient sur commission rogatoire, en fin de compte, il y a la levée du secret professionnel. Donc, vous pouvez avoir des saisies, ça peut arriver chez vous, je veux dire, dans vos cabinets. Vous pourriez avoir une perquisition. Non pas qu'on voudrait chercher des informations qui vous concernent, mais qui concernent votre client. Donc ça peut arriver. Bon, généralement, il y a toujours un officier de police judiciaire qui est là, et généralement, il y a un représentant de l'ordre qui est également là pour vous rassurer et puis pour vérifier qu'en fait la procédure est bien conforme, mais elle est, pour y avoir participé assez souvent, elle est toujours conforme. Voilà. Dans le cas des perquisitions, la présence d'un sachant est recommandée, dans la présence d'un avocat est recommandée. Alors, je suis convoqué par la police judiciaire pour une audition concernant un client. Alors là, c'est un petit peu plus difficile. C'est une audition qui concerne un client, donc je suis convoqué en tant que témoin. Il m'est demandé de venir avec les 3 derniers bilans d'un client. Suis-je levé de mon secret ? Alors, c'est compliqué. Il y a tout ce que l'on dit dans la salle et il y a ce qui se passe quand on est devant l'officier. Et c'est plus tout à fait pareil. Parce que quand vous êtes témoin, ça ne se passe pas dans un café. Ça se passe dans les locaux de la police. On entre, on ne sort pas comme on veut. Pour l'avoir vécu, on va aux toilettes accompagné par le policier, alors qu'on est témoin. Donc, quand on arrive et qu'on dit est-ce que vous avez un document qui me lève du secret professionnel, donc une commission du juge, comme ça, et qu'on vous dit non, et je n'en ai pas besoin, là, il faut être capable de dire dans ces cas-là, je ne répondrai qu'à toutes les questions qui me semblent ne pas relever de mon secret professionnel. Voilà. Donc, je vous écoute et je serai libre de répondre à ce que je pense être une réponse que je peux donner, une réponse technique. Je ne donnerai aucune information autre. Mais ce n'est pas toujours facile. On est seul, on n'est pas accompagné d'un avocat. Donc, ce n'est pas toujours aisé. Pour l'avoir vécu, ce n'est pas quelque chose de très agréable et ça dure longtemps. Moi, j'étais convoqué à 8h30, je suis sorti à 17h. Donc, si vous n'arrivez pas avec une bouteille d'eau, c'est compliqué et vous ne mangez pas. On est témoin. Donc, ce n'est pas des conditions très, très agréables. Et il faut être capable de dire ne me montrez pas un document qui me lève du secret professionnel, donc je ne répondrai qu'aux questions techniques. Et il faut répondre. Alors, je l'ai un peu dévoyé. Donc, comment réagir ? Statut de témoin, d'abord, je vous conseille d'informer que vous êtes convoqué en tant que témoin. Pourquoi ? Parce que ça rassure. Moi, j'avais un de mes associés qui est parti à la retraite maintenant, qui m'avait toujours dit, moi, j'ai toujours dans mon téléphone le numéro de téléphone d'un très bon avocat pénaliste. Ça peut servir. Donc, on n'a pas forcément un avocat pénaliste. On convoque pas forcément, on n'interroge pas forcément un avocat pénaliste pour aller devant une audition de pénale, mais je pense qu'il est bon de se renseigner auprès d'un sachant. C'est un avocat ou c'est l'ordre des experts comptables pour avoir quelques informations sur la façon dont ça va se dérouler, comment on doit réagir. On doit systématiquement aller à la convocation. D'accord ? On peut refuser ce que je disais de divulguer le secret, des éléments qui relèvent du secret professionnel, parce qu'en fait, le secret professionnel n'est pas levé, sauf si on nous montre une commission rogatoire. Donc, le juge dit, vous devez parler, dans ces cas-là, je parle. Je dis ce que je pense être nécessaire. Mais même quand on parle, on ne répond qu'aux questions qui sont posées. On ne raconte pas la vie du client.
Si on peut répondre par des questions fermées, c'est même mieux. Oui, non, c'est très bien. Et on n'a pas le droit à un avocat quand on est convoqué. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, c'est ce que j'ai divulgué tout à l'heure, dès qu'on répond aux questions techniques. Voilà. Moi, en l'occurrence, pour raconter ma vie, j'étais convoqué parce qu'un ancien client avait été convaincu de fraude fiscale par l'administration. Donc, à l'époque, j'avais suivi le début du contrôle fiscal. Et puis, en fait, comme le client avait traité dans la presse l'inspecteur des impôts des noms d'oiseaux, l'affaire avait tourné vinaigre. Et donc, il avait pris un avocat pénaliste. Hein. Et moi, j'avais été convoqué à peu près 2 ans plus tard. Et l'administration me disait, voilà, donc il y a fraude fiscale. Bah, c'est vous qui le dites, hein, qu'il y a fraude fiscale. C'est l'administration qui dit qu'il y a fraude fiscale. Moi, je n'ai jamais vu qu'il y avait fraude fiscale. Donc, on va parler d'éléments techniques. Donc, quelle était l'activité du client? On restait que sur des éléments comme ça. Voilà. Au final, je pense que le client a dû être content de ce que j'avais pu dire. Mais voilà, donc on reste sur des éléments absolument techniques, mais ça peut durer très longtemps. Voilà. Statut de suspect libre, donc il n'y a pas de levée du secret professionnel dans ce cas-là, mais en revanche, je peux être accompagné par un avocat. Et moi, je serais tenté de dire, c'est souligné, je suis tenté de dire qu'on l'a souligné parce que c'est bien d'être accompagné, c'est toujours plus facile. Oui, il m'est arrivé soit d'être interrogé par certains de vos confrères avant une audition, et notamment aussi pour savoir ce qu'ils pouvaient dire ou ne pas dire, et je leur disais ce que vient de rappeler Vital Chama. Mais également, parfois, on leur demandait des pièces, et donc là, les pièces, ils ne peuvent les transmettre que sur réquisition. C'était la slide précédente. Par exemple, en enquête préliminaire, c'est l'article 77-1-1 du Code de procédure pénale. Donc, lorsque cette réquisition n'était pas présentée, je disais aux clients, aux confrères, d'envoyer un email à l'OPJ. Donc, je lui soumettais le modèle en disant, pour m'assurer de la régularité de la procédure, je vous serais gré de bien vouloir m'adresser une réquisition écrite. Et auquel cas, ça légitimait et ça autorisait sa communication de pièces. Ensuite, pour l'assistance, il faut savoir que l'assistance, il m'est arrivé également d'assister certains de vos confrères lors des auditions, lorsqu'ils étaient entendus en tant que suspect libre, et même une fois en garde à vue. Mais le rôle de l'avocat est important, mais il ne doit pas être surestimé. Il est important parce que, d'abord, c'est une présence aux côtés de l'expert comptable. Ensuite, parce qu'il peut relire le PV, et ça c'est très important, relire le PV pour s'assurer qu'il correspond bien aux déclarations qui ont été faites par l'expert comptable. Et parce qu'il peut formuler certaines observations et poser certaines questions en fin d'interrogatoire. Mais par contre, effectivement, c'est quand même l'expert comptable qui est en première ligne et qui doit répondre aux questions. Et la présence de l'avocat, elle est surtout nécessaire avant pour préparer cette audition. Là, je parle lorsque l'expert comptable est mis en cause personnellement. Là, il est délié de son secret professionnel pour les besoins de sa défense. Et là, il faut préparer sérieusement l'audition, c'est-à-dire anticiper les questions qui pourront vous être posées pour pouvoir préparer les réponses. Oui, je confirme. Oui, il est toujours actif. Toujours, oui. Je confirme que dans le cas d'une audition en tant que témoin, le temps de relecture du PV est très long. Voilà, mais il ne faut pas hésiter à faire changer des mots, même si on les a dit, peut-être qu'on peut, en le relisant, se dire qu'en fait, ce n'est pas exactement ce qu'on voulait dire, donc on fait modifier. Hein. Ce qui reste, c'est uniquement ce qu'on en a signé. Donc, il faut bien faire attention à signer ce que l'on accepte de signer. Quand on est convoqué, on vous précise si vous êtes convoqué à titre de témoin ou de suspect libre? Oui. Ah, d'accord. Oui, bien sûr, indiqué dans la convocation. Oui, c'est convoqué. On vous dit si vous devez apporter des informations ou pas. Moi, en l'occurrence, je n'avais pas apporté les informations. Je savais exactement sur quoi, je savais sur quels exercices, je savais qui était le client, je savais sur quels exercices j'allais être interrogé. D'ailleurs, dans mon cas, vous voulez m'interroger sur des exercices sur lesquels je n'avais pas de mission, donc c'était plus compliqué de répondre. Donc, c'était simple. Mais on sait bien hein, ce qui se passe. Hein, voilà. Mais ce que vous devez avoir en tête, c'est que ça peut durer longtemps. Voilà, c'est pas 1 heure.
J'ai deux questions. La première, est-ce que le fait de soulever le secret professionnel ne pourrait pas venir, ne pourrait virer vers un délit d'entrave à l'instruction menée par les autorités judiciaires ou policières? Ça, sur ce point, tout dépend, puisqu'effectivement, si vous êtes auditionné en tant que témoin ou suspect libre, vous n'êtes pas levé du secret professionnel. Si par contre, vous avez une réquisition judiciaire vous demandant la transmission d'informations, vous êtes levé du secret professionnel. Une précision, je rappelle qu'à la fin, il y a un PV. Donc, il y a les informations qui sont sur le PV. Donc, si on dit des choses qu'on ne doit pas dire, je doute que le client reste de marbre, hein. Il est possible qu'en fait, il se retourne contre nous pour violation du secret professionnel. Donc, il faut bien faire attention. On dit que ce que l'on doit dire. Donc, c'est pour ça qu'avant d'aller à la convocation, il est bien soit de se rapprocher d'un avocat qui va nous expliquer comment ça va se passer et ce que l'on peut dire, soit de l'ordre. Et oui, et pour ajouter quelque chose à la réponse, non, il n'y a pas d'entrave dès lors qu'on n'est pas délié par une disposition législative expresse. Ça, c'est très clair. La seule sanction à laquelle on s'expose, c'est de ne pas comparaître. Parce que là, le Code de procédure pénale prévoit une amende pour non-comparution. Les entraves, les sanctions pour entrave aux enquêtes, elles sont prévues, par exemple, lorsque l'expert comptable est expressément délié de son secret professionnel et qu'il refuse de répondre aux questions. Par exemple, il y a un délit d'obstacle aux enquêtes de l'AMF. Mais parce qu'il y a une disposition législative, le 621-10 du Code monétaire et financier, qui dit que le secret professionnel est inopposable à l'autorité des marchés financiers. Dans ce seul cas, alors oui, le défaut de réponse peut être constitutif d'une entrave. Autre question, avec une observation. Donc, parfois, les OPJ ne veulent pas modifier ce qui a été dit. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur dire avant de signer? Alors, moi, je n'ai vu des OPJ que quand j'étais témoin et dans toutes les perquisitions que j'ai faites, dans lesquelles j'ai accompagné, parce que c'est pas moi qui les faisais, je n'ai jamais vu un OPJ qui refusait de modifier, hein. Mais s'il ne veut pas modifier, hein, on signe pas. Il ne faut pas signer. Il ne faut pas signer. Faut pas signer. Si ce n'est pas ce qu'on a dit, on ne signe pas. Alors, puis-je mentionner avoir effectué une déclaration de soupçon au cours d'une audition pénale? Par principe, non. Sauf, mais par principe, non, hein. Donc, on ne divulguait pas le fait que l'on a fait donc, une déclaration de soupçon. Elle est accessible, la déclaration de soupçon, donc, par à l'autorité judiciaire, donc, lorsqu'ils en font la demande d'une réquisition auprès de Tracfin. D'accord. En revanche, il peut y avoir des circonstances exceptionnelles qui peuvent justifier donc, la révélation de la déclaration de soupçon lorsque la révélation s'avère être nécessaire pour ma propre défense. Mais dans le principe, non, on ne divulgue pas, on ne dit pas qu'on a fait une déclaration de soupçon. Alors, il y a juste une question pratique sur le délai entre la réception de la lettre de notification et la convocation. Lorsqu'on est sollicité au niveau du service déontologie avec c'est court, effectivement. Nous, ce qu'on recommande toujours, c'est de contacter immédiatement l'officier de police judiciaire, naturellement d'indiquer que vous êtes disposé à déférer à la convocation et puis de voir s'il y a moyen d'avoir une nouvelle date justement pour aller à ce rendez-vous. Voilà. Mais effectivement, le délai est très court. Absolument. C'est quelques jours. Hein. Ouais. Ah oui, la convocation, oui, c'est. Il faut avoir un service du courrier bien organisé dans le cabinet. Oui, c'est écrit. Donc, madame dans la salle dit qu'elle avait connu donc, une convocation téléphonique pour notre PJ, mais c'était peut-être pas le restaurant. Non, c'était peut-être une convocation galante. Mais en tout cas, vous pouvez exiger une convocation écrite, ne serait-ce que pour faire préciser le statut sous lequel vous allez être entendu. Est-ce que c'est à titre de témoin, de suspect libre ou de garder à vue, éventuellement?
Alors, autre situation, la procédure collective. Effectivement, dans pas mal de situations, un expert comptable peut être sollicité par un des acteurs de la procédure collective. On a essayé de faire quelque chose d'assez simple et global. Dans la majorité des cas, vous allez être délié du secret professionnel. Donc, vis-à-vis du juge commissaire, très rapidement, c'est l'acteur de la procédure qui surveille les opérations de manière générale. Et sur le fondement de l'article L623-2 du Code de commerce, le juge commissaire peut demander à un expert comptable de lui transmettre des informations vis-à-vis du client concerné. Donc ça, c'est le premier acteur de la procédure collective. Souvent, le liquidateur judiciaire va solliciter le juge commissaire pour demander à ce que, sous le couvert de cet article-là, des informations soient demandées directement par le juge commissaire. Le second acteur de la procédure collective, c'est l'administrateur judiciaire qui, lui, donc, administre les biens, assiste ou surveille la gestion des biens. Ces missions-là vont dépendre de la situation de la société. Est-ce qu'on est en période d'observation? Est-ce qu'on est en sauvegarde? Est-ce qu'on est en redressement? Pour faire simple, en période d'observation, l'administrateur judiciaire, généralement, va surveiller. En procédure de sauvegarde, il va également, de manière générale, surveiller. Et en procédure de redressement, l'administrateur judiciaire a plutôt un rôle d'assistant ou d'administrateur des biens. Mais dans tous les cas, l'administrateur, sur le fondement de l'article indiqué, donc L622-5 du Code de commerce, va pouvoir solliciter de tout tiers détenteur, donc notamment l'expert comptable, les documents et livres comptables de l'entité concernée. Donc effectivement, l'expert comptable pourra transmettre à l'administrateur judiciaire les documents et livres comptables du client. Alors souvent, la question qu'on nous pose vis-à-vis de la procédure collective, parce que la société ne va pas super bien financièrement, c'est qu'il peut y avoir des honoraires en souffrance. Est-ce que, donc, le cas échéant, je peux retenir les documents et donc refuser de les transmettre à l'administrateur judiciaire? On est en procédure collective, donc c'est les dispositions du Code de commerce qui s'appliquent. Et sur ce point, effectivement, l'expert comptable ne peut pas faire application de son droit de rétention et donc retenir les documents comptables de la structure et donc refuser de les transmettre à l'administrateur judiciaire sur demande. Donc effectivement, il faudra que l'expert comptable transmette les informations si l'administrateur les demande. Troisième acteur, le mandataire judiciaire. Alors le mandataire judiciaire, effectivement, on l'a mis en rouge puisque lui, il représente les créanciers et il y a de levée du secret professionnel vis-à-vis de ce dernier que si, dans le cadre de la procédure collective, le tribunal n'a désigné aucun administrateur judiciaire puisque ça va être le mandataire judiciaire qui va avoir ce rôle-là. Et si effectivement il n'y a pas d'administrateur judiciaire, mais qu'il y a un mandataire, ce sera le mandataire qui, sur le fondement de l'article L622-5 du Code de commerce, sollicitera de tout tiers détenteur les documents et livres comptables de l'entité. Dernier acteur, notamment donc le liquidateur judiciaire. Alors pendant longtemps, effectivement, la position du Conseil national, notamment dans le guide secret professionnel de 2021, il était indiqué qu'il n'y avait pas de levée du secret professionnel automatique vis-à-vis du liquidateur judiciaire, parce qu'il ne se substituait pas automatiquement au débiteur. Courant 2024, on a effectivement une situation avec un expert comptable qui a refusé de transmettre les informations au liquidateur judiciaire. On lui a indiqué que sur le fondement donc, de la position du Conseil national, il devait inviter le liquidateur à demander justement au juge commissaire sur le fondement de l'article indiqué la transmission des éléments. Et le juge commissaire a sanctionné l'expert comptable en indiquant que, étant donné qu'il refusait de transmettre les informations alors qu'il était levé du secret professionnel, eh bien, il a eu une astreinte et une amende. On a naturellement fait remonter l'information au niveau du Conseil national et on a aussi sollicité un avocat pour faire une consultation juridique sur le sujet. Et en juin 2025, on a eu un retour, donc une nouvelle position du Conseil national qui est effectivement d'indiquer que le liquidateur judiciaire, parce qu'il a un mandat légal de représentation du débiteur, peut
désormais peut demander à l'expert comptable, et l'expert comptable est levé de son secret professionnel s'il y a une demande de communication des documents et livres comptables de l'entité. Voilà. Donc, hors ces éléments-là, donc documents et livres comptables de l'entité, l'expert comptable ne transmet pas d'informations au liquidateur judiciaire. Juste une précision, hein, c'est du bon sens, mais on transmet que les informations relatives à la société, pas à l'explication des actifs de la société. Parce que moi, j'ai eu la demande par un administrateur judiciaire qui me demandait des informations sur la filiale de la société qu'il avait sous administration judiciaire. Là, il n'y a pas de transmission. Le dernier point, donc en matière civile, le principe, c'est qu'effectivement, l'expert comptable reste tenu au secret professionnel, sauf dans les cas où sa responsabilité est mise en cause. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, il y a deux situations. La première, c'est l'expert comptable qui va agir en justice contre le client. La seconde, c'est le client va agir en justice contre l'expert comptable. Si l'expert comptable agit en justice contre son client, l'expert comptable n'est pas levé de son secret professionnel et pour assurer sa défense, il ne pourra transmettre que des éléments qui sont strictement utiles à la justification des honoraires dus, donc les fiches de temps, les récépissés de dépôt de TVA, mais il ne pourra transmettre aucun élément qu'il a obtenu en sa qualité d'expert comptable et donc qui relève du secret professionnel. Donc effectivement, il faut faire très attention à ne pas méconnaître le secret et au final à le violer devant son client, contre son client même. Je peux t'embêter? Bien sûr, oui. Dans les feuilles de temps, on a potentiellement divulgation du type de la mission que l'on a faite. Augustin? Oui, alors, moi, j'ai été saisi à plusieurs reprises d'actions en recouvrement d'honoraires quand il s'agit de montants significatifs. Et moi, j'avais regardé la question et j'en étais arrivé à la conclusion que l'expert comptable pouvait divulguer les informations pour autant qu'elles soient nécessaires, c'est ce qui est marqué, à la justification des honoraires dus. Et donc, j'allais au-delà des feuilles de temps et des récépissés de dépôt de TVA. Et bon, pour l'instant, ça nous a jamais été reproché. Mais effectivement, il faut que ce soit. Mais il y a eu un arrêt de la Cour de cassation à propos d'un avocat, mais qui, parce que le client refusait de lui payer ses honoraires, s'était penché, avait divulgué toutes les irrégularités qui avaient été commises par le client. Autrement dit, il avait fait des révélations qui ne servaient pas du tout sa demande d'honoraires et qui ne lui permettaient pas du tout de démontrer la réalité de ses travaux. Par contre, si un expert comptable est impayé, je ne vois pas d'inconvénient et rien n'empêche pour moi qu'il puisse produire les éléments tout simplement qui démontrent la réalité de ses travaux. En fait, ma question était tout petit peu différente, c'est que je sors les feuilles de temps, mais est-ce que dans les feuilles de temps, je ne suis pas fondé à éventuellement biffer certaines choses qui ne relèvent pas de... Je peux simplement dire que... Oui, non, moi je voulais... oui, en fait, j'ai répondu en disant je fais pire que les feuilles de temps, en fait. Est-ce qu'en fait, je ne serais pas fondé à je sais pas moi, cacher certaines informations qui me semblent ne pas être nécessaires pour la justification des temps et des travaux. Oui, mais ça me paraît quand même compliqué parce que justement, la feuille des temps, si on commence à biffer la nature du travail, ça me paraît compliqué. D'accord. Après, si effectivement il y a une action en recouvrement d'honoraires qui est intentée par l'expert comptable contre son client, il y a bien évidemment la possibilité pour l'expert comptable de saisir son conseil régional pour l'organisation d'une procédure de conciliation ou d'arbitrage s'il y a une clause compromissoire. Et vis-à-vis de son ordre, dans le cadre de cette procédure amiable, il y a une levée du secret professionnel puisque c'est au sein des murs de son conseil régional. Et là, justement, l'expert comptable pourra transmettre tout document utile, la lettre de mission, qui est un élément soumis au secret professionnel, toutes ces justifications de réalisation de travail, de mission, pour essayer de trouver une solution à l'amiable. Voilà. Je reviens sur la question des divulgations nécessaires nécessaires à la démonstration des travaux. Il
il y a eu 2 cas dans lesquels un professionnel a été jugé coupable de violation du secret professionnel dans une procédure où il demandait le paiement de ses honoraires. C'est un avocat qui était en litige avec son client parce que son client avait entamé une procédure en fixation des honoraires devant le bâtonnier. Et l'avocat, en rétorsion, avait fait une plainte pénale et avait fait des révélations dont la cour d'appel a jugé qu'elles avaient excédé les strictes exigences des intérêts de la défense de la société d'avocats. Donc là, on est quand même dans un cas un peu caricatural où le client conteste les honoraires. Et il faudrait que, par analogie, il faudrait que l'expert comptable fasse une plainte pénale pour dénoncer des irrégularités. On voit bien qu'effectivement, c'est hors propos. Et puis la deuxième affaire, c'était un médecin qui avait porté plainte contre l'une de ses patientes qui ne cessait de l'importuner et le menacer. Et qui, dans cette plainte, avait présenté l'intéressé comme une malade mentale à tendance éthylique. Bon, il a été jugé que la dénonciation du médecin aurait dû être limitée au seul fait qu'il lui portait personnellement préjudice. Donc on voit bien que quand les révélations excèdent les strictes nécessités de la défense ou les strictes nécessités de la demande en paiement des honoraires, alors vous pouvez vous rendre coupable. Mais on voit bien que c'est très rare et dans des cas caricaturaux. Donc oui, vous pouvez produire les éléments qui permettent de démontrer la réalité de vos travaux. Et je finirai donc effectivement sur la situation inverse. Si l'action est intentée par le client contre l'expert comptable, eh bien, l'avantage là, c'est qu'au final, c'est le client qui devra démontrer et donc apporter la preuve que la mission n'a pas été correctement effectuée. Donc, ce sera le client qui va devoir déposer au débat les éléments. Donc là, l'expert comptable n'a pas de difficulté et va pouvoir justement assurer sa défense en utilisant notamment les éléments transmis par le client. Voilà. Non seulement il n'a pas de difficulté, mais il pourra se le voir imposer. C'est-à-dire que c'est l'apport des arrêts de la Cour de cassation du 14 novembre 1995 qui ont jugé que dans une action en responsabilité contre lui, l'expert comptable ne pouvait pas s'octroyer une immunité judiciaire et qu'il devait, si cela lui était ordonné, produire les éléments de son dossier de travail. Il nous reste une dizaine de minutes, donc effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas du tout. Dans tous les cas, vous avez un certain nombre d'éléments qui sont accessibles directement sur Bibliordre, donc sur le guide secret professionnel du Conseil national. La dernière édition, c'est celle de 2021. Le Conseil national nous a indiqué qu'il travaillait sur la réédition de ce guide avec donc de nouvelles informations, notamment sur la procédure collective, sur les douanes. Autre possibilité, tous les après-midi, vous avez la permanence déontologique qui peut répondre à vos questions par téléphone. Si effectivement, malheureusement, on n'est pas disponible parce qu'on est en réunion ou autre, vous avez la possibilité de nous écrire aussi sur l'adresse déontologie@oec-paris.fr. Et enfin, vous avez accès à la FAQ sur Espace Pro avec, si je ne me trompe pas, entre 100 et 200 questions, parce qu'on essaie de l'alimenter le plus souvent possible. Voilà, sur beaucoup de sujets, notamment sur le secret professionnel. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Pas de questions en ligne. Pour l'instant, il y a en cas de départ à la retraite, peut-on solliciter sur des clients En cas de départ à la retraite, peut-on être sollicité sur des dossiers clients par une administration ? Donc, est-ce qu'une administration peut nous solliciter pour transmettre des informations, même si on est à la retraite, je suppose C'est l'expert comptable qui est à la retraite? Je pense, oui. L'expert comptable, s'il est à la retraite, il n'est plus membre de l'ordre. Donc, il n'est plus tenu au secret professionnel. Augustin, est-ce qu'en fin de compte, il y a un... En fait, oui, mais ça serait pour des informations obtenues lorsqu'il était expert comptable. donc, il y a 6 années de prescription. C'est ça? Oui, mais est-ce qu'il pourrait pour moi, il n'est pas délié du secret professionnel. Oui, qui a été couverte. Pour moi, On va poser. Alors, et si je vous pose la question pour
vous amener à réfléchir peut-être différemment. Le secret professionnel, c'est une information que je reçois en tant que professionnel et que je divulgue. Alors, n'importe quand ou que je divulgue en tant que professionnel? Il faut revenir au texte. La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'1 an d'emprisonnement. Là, on est bien, il a bien été, l'information a été reçue en raison d'une fonction ou d'une mission, mais elle est révélée à un moment où il n'a plus cette mission. Alors, je crois que ça n'a pas été jugé à propos d'un commissaire au compte. Souvent obligé de se référer à des écrits. Une autre question? Question s'y est. Ok, ça marche. Alors, on a un confrère qui est dans une situation. L'information de l'état de cessation de paiement doit-il être communiqué au gérant uniquement ou à l'ensemble des associés? Je serais d'avis de dire uniquement au gérant. Uniquement au gérant. Gérant, oui. Uniquement au Oui, oui. gérant. Tout à fait. L'expert comptable n'est soumis n'a d'obligation que de répondre aux interrogations du gérant. Le fait d'être dépositaire de parts ou d'actions dans une structure, donc d'être associé, ne donne pas le droit d'obtenir des informations de la part de l'expert comptable directement. Voilà. Alors, autre question, là je vais être très bref. L'expert comptable doit-il préciser dans le contrat de mission que certains travaux seront sous-traités? Oui, le client doit C'est une accepter. obligation. Tout à fait. Le client doit être informé et accepter la sous-traitance. Y a-t-il un délai de prescription? On l'a dit tout à l'heure, effectivement, c'est 6 ans. Après démission du dossier et que l'instruction judiciaire porte sur la période où on était expert comptable, pourrait-on être saisi par le tribunal? Les experts comptables sont responsables des travaux qu'ils réalisent, donc naturellement oui. Excusez-moi. Est-il possible de produire une attestation, les attestations, dans le cadre d'un litige opposant un client dirigeant à un tiers? Est-ce dans le cadre de la procédure de l'article 202 du Code de procédure civile? Alors, sur les attestations, nous, au niveau de l'ordre, on vous recommande beaucoup de vigilance parce que vous êtes entièrement responsable de ce que vous allez écrire dans l'attestation. Et si effectivement cette attestation cause un préjudice à un tiers, vous pouvez voir votre responsabilité engagée. Elle cause forcément un préjudice à quelqu'un, parce qu'à l'attestation, il y a 2 personnes. Il y a celle qui la demande, qui a un intérêt à la recevoir, mais il y a l'autre partie en face qui a souvent pas intérêt à ce qu'on donne l'information. Il y a forcément quelqu'un qui ne sera pas content. Si c'est dans le cadre d'un litige, c'est encore pire. Alors, moi, il m'arrive il m'arrive régulièrement de demander des attestations d'experts comptables pour défendre la position d'un client non expert comptable. Et donc, l'expert comptable peut tout à fait établir une attestation, simplement, il doit la remettre à son client et non pas à l'avocat. Il est libre à son client. Et il peut l'établir, même c'est préférable pour la position de son client qu'il l'établisse selon les prescriptions de l'article 202 du Code de procédure civile, avec les mentions manuscrites et les mentions obligatoires et une photocopie de la carte d'identité. Mais oui, il doit faire attention, mais par définition, bien sûr qu'elle va causer préjudice, mais il ne sera fautif que s'il énonce des faits matériellement inexacts dans son attestation. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire attention, parce que on voit, par exemple, en chambre de discipline, alors je ne dis pas que c'est très fréquent, mais on voit quand même de temps en temps des situations arriver à l'issue donc d'attestations qui ont été mal formulées ou sur lesquelles il n'y avait pas nécessairement toutes les preuves apportées. Donc, on vous conseille, de faire attention quand vous faites une attestation et surtout de respecter la norme attestation, de bien la respecter celle-ci. Et de manière générale, l'attestation article 202 du Code de procédure civile, elle n'est pas forcément... alors, je reviens sur ce que j'ai dit, parce que il vaut mieux, pour l'expert comptable, il vaut mieux s'en tenir à votre domaine d'activité. C'est-à-dire, si par cette attestation article 202, on essaye de
de vous faire dire des choses qui excèdent votre champ de compétences en vous faisant dire que telle ou telle personne s'est mal comportée ou a commis des irrégularités. Ça, je dirais il faut faire attention. Par contre, il est très courant qu'on demande à l'expert comptable dans le cadre d'un litige d'attester la conformité aux états sociaux d'informations financières qui sont délivrées par le client. Je crois que c'est ça. Il faut garder à l'esprit que normalement, c'est l'expert comptable ne doit pas être dispensateur d'informations. Le client peut, par exemple, faire attester sa marge brute. Donc, au client de donner sa marge brute ou de donner son chiffre d'affaires réalisé sur tel produit au cours de telle période, et à l'expert comptable de dire dans une attestation ensuite qu'il a effectué tels travaux et qu'au terme de ces travaux, il aboutit à la conclusion que le chiffre d'affaires est conforme à ce qui est enregistré en comptabilité. Voilà, il faut quand même, plutôt que d'aller prendre parti dans un litige qui, là, pourrait vous amener à des imprudences. Ce que je disais sur le respect de la norme, c'est qu'on atteste un document. On ne crée pas le document. C'est là où il faut faire bien attention. On atteste un document, on atteste la réalité du document. Oui, alors je reviens, en fait, la seule précision que j'ai trouvée, c'est que selon, mais c'est par analogie avec les commissaires aux comptes, la compagnie estime que le commissaire aux comptes qui a cessé ses fonctions devient un tiers par rapport à l'entité contrôlée et que même vis-à-vis de l'entité contrôlée, il ne peut plus lui révéler des informations. Mais ça ne répond pas à la question qui a été posée sur l'expert comptable, parti à la retraite à qui on demande des informations. Moi, je pense que dans la mesure où les informations lui ont été communiquées dans l'exercice de ses fonctions, que ce sont des informations couvertes par le secret, qu'il n'a pas à les divulguer, nonobstant le fait qu'il n'est plus expert comptable au moment où on lui demande de les communiquer. Pour répondre différemment, on peut dire que dans le doute, il vaut mieux s'abstenir. Oui. Si une réquisition, après, si on tombe dans le cadre, si on rentre dans le cadre d'une disposition législative express, c'est tout ce qu'on a dit. Alors là, bien sûr, pour la délit de violation du secret professionnel, oui. Si une réquisition vous est présentée, là, il n'y a pas de prescription. Vous êtes délié du secret professionnel et vous devez communiquer les documents qui vous sont demandés. La prescription de 6 ans, elle joue qu'en cas de violation par vous du secret professionnel. C'est-à-dire, si vous divulguez une information à un tiers, eh bien, vous serez répréhensible pénalement pendant une période de 6 ans. Autre question, je vais juste remonter, parce qu'il y a beaucoup de questions. Comment garantir le secret professionnel de ses collaborateurs, notamment en cas de départ? Alors d'abord, les collaborateurs ils ne sont pas tenus au secret professionnel, puisque n'est tenu au secret professionnel qu'un professionnel qui est inscrit à l'ordre des experts comptables. Donc un expert comptable stagiaire est tenu au secret professionnel. Donc c'est un collaborateur, mais il est stagiaire, donc inscrit à l'ordre. Les collaborateurs ne sont pas tenus au secret professionnel. En revanche, ils sont tenus à un devoir de discrétion et vous êtes tenus au secret professionnel, c'est-à-dire que vous êtes tenus donc, à toutes les révélations qui pourraient être faites par les collaborateurs. Donc, il faut l'organiser. Et j'attire votre attention sur une chose, c'est que moi, je me suis aussi posé la question. Alors, je sais que je ne suis pas le seul à me poser la question, mais on essaie de la résoudre. C'est dans les questions de télétravail. Il y a des visios dans le télétravail parce que c'est de plus en plus habituel. Et qu'est-ce qui prouve qu'à côté du collaborateur, il n'y a pas quelqu'un qui travaille dans un autre cabinet ou ce que je sais moi. Et donc, des informations pourraient être échangées dans une visio qui pourrait servir les oreilles d'un autre. Alors, je suis d'accord, il n'y a pas d'intention, mais quand même, il y a un préjudice. Alors, comment assurer le fait que le collaborateur ne divulgue pas Augustin, vous avez non, il n'y a pas de. J'ai pas de recette. Il n'y a pas de recette. Pas de recette. Effectivement, moi, j'avais été interrogé par un expert comptable dont une collaboratrice a été convoquée à la police judiciaire. Et à sa grande surprise, je lui ai dit qu'effectivement, sa collaboratrice n'était pas tenue au secret professionnel et que donc là, elle devait répondre. Alors peut-être que c'était justement l'OPJ en était peut-être conscient, c'est peut-être pour ça qu'il avait convoqué la collaboratrice, mais le résultat, c'est que celle-ci n'était pas tenue au secret professionnel.
Et en réalité, tout ça se traite sur le plan civil par l'obligation de discrétion ou de confidentialité qui est prévue par la convention collective du personnel des experts comptables et qui souvent, j'imagine, doit figurer dans les contrats de travail. On a eu le cas dans une affaire un peu curieuse. C'est un client. Alors, le client est connu, hein, et donc il y a eu une fuite informatique. En fait, il y a eu une fuite informatique. Il y a eu un vol au président. D'accord. En fait, ils ont détourné donc un paiement de TVA. Et en fait, le paiement de TVA a été détourné par l'intermédiaire d'une ancienne, très ancienne adresse d'une collaboratrice, à l'époque où elle était dans un cabinet que nous on a racheté, mais longtemps après. L'adresse était une adresse de 2010, un cabinet qu'on avait racheté en 2017. Et donc, comme la personne était connue, parce que lorsque le préjudice, c'est un préjudice de 30 000 euros, j'ai compris que lorsque le préjudice est inférieur à 200 000 euros, personne ne bouge. Et là, comme la personne était connue, la police judiciaire donc, est intervenue et c'est la collaboratrice qui a été convoquée puisque c'était son adresse. Et donc là, on a passé un petit peu de temps avec elle pour lui expliquer comment ça allait se passer, ce qu'elle pouvait dire et pas. Et puis, donc, j'ai une de mes associées qui l'a accompagnée, mais elle a été interrogée de façon séparée. Elle dit ce qu'elle pense devoir dire, hein, mais c'est bien de les guider, hein, parce que c'est quand même pas très... Même si dans le cas présent, elle n'était pas du tout en faute. Voilà. Alors, en ce qui concerne les lanceurs d'alerte, okay. Y a-t-il les lanceurs d'alerte dans notre profession? Ça dépend. Le lanceur d'alerte, moi, par exemple, il y a parfois des commissaires aux comptes qui me disent il y a un tel qui veut me parler ou qui veut me dire quelque chose. Il n'y a aucun problème pour l'expert comptable ou le commissaire aux comptes à récupérer des informations qui peuvent lui être utiles pour l'accomplissement de sa mission. Par contre, là où vous vous mettez en risque par rapport à la violation du secret professionnel, c'est si l'échange d'informations intervient dans l'autre sens. C'est si vous commencez à informer le lanceur d'alerte. Alors là, c'est non. Donc, vous pouvez récupérer autant d'informations que vous voulez de la part du lanceur d'alerte. Par contre, dans l'autre sens, c'est strictement interdit. Alors, je ne sais pas si c'était le sens de votre question, parce qu'elle était pas développée. C'est quoi le sens? C'était le fait de dénoncer des faits que l'on trouve... vous avez le lab pour ça. Oui, non, la seule dénonciation, il n'y a pas de dénonciation. La seule dénonciation, c'est la déclaration de soupçon, parce que l'expert comptable ne peut pas révéler au procureur de la République. Donc, ou la révélation au procureur, mais en tant que commissaire aux comptes. Oui. Ça, il n'y a pas d'autre moyen de lancer une alerte, effectivement, comme commissaire aux comptes ou expert comptable. Après, il y a le fait de démissionner du dossier. Ouais. Malheureusement, malheureusement, je pense qu'on a dépassé le temps pour cet événement. Merci beaucoup. Merci Vital, merci Augustin de vos interventions. Pour les questions auxquelles on n'a pas pu répondre, je vais voir avec l'informatique si effectivement il est possible de les récupérer et on reviendra vers vous du coup par écrit. L'avantage, c'est qu'on a vos noms, donc on pourra, le cas échéant, retrouver vos adresses courriel. Merci beaucoup d'avoir assisté à cet événement. Pour les personnes qui sont là en présentiel, il y a un cocktail, donc n'hésitez pas à rester pour en profiter. Pour celles et ceux qui sont en visioconférence, merci beaucoup d'avoir participé et posé toutes ces questions. On vous souhaite une excellente soirée. Et voilà, si vous avez... Non, merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci Thomas. Au revoir.